U.S. Commerce Secretary Howard Lutnick acknowledging today during a testimony to Congress that he met with Jeffrey Epstein twice after Epstein was convicted in 2008 of soliciting prostitution from a child. He previously claimed that he had cut ties with Epstein after 2005. Lutnick telling senators that he and his family had lunch with Epstein on his private island in 2012. He also acknowledged another hour-long engagement at Epstein's home in 2011, but he downplayed his relationship with Epstein during testimony. Washington, mercredi matin. Cela ne ressemblait pas à une audience de routine. Les caméras étaient en place avant l'heure. Les journalistes étaient alignés en rang. Les micros captaient le moindre souffle tendu. Lorsque le secrétaire américain au commerce, Howard Lutnick, est entré dans la salle de la commission sénatoriale du commerce, il n'y avait aucun doute sur la raison de toute cette attention. Tout le pays savait que cet homme, nommé par le président Donald Trump et présenté au public comme un pilier de la politique commerciale américaine, n'était pas là pour ses décisions en matière de tarifs douaniers ou d'investissement, mais pour quelque chose de bien plus délicat, sa relation avec Jeffrey Epstein. Et tout est devenu plus tendu lorsque le sénateur démocrate Chris Van Hollen a pris la parole. Sans détour, il a rappelé que Lutnick avait déclaré publiquement que son seul contact avec Epstein avait eu lieu en 2005, lorsqu'il s'était rendu chez lui à New York et en était reparti, selon ses propres termes, dégoûté. Lutnick affirmait qu'à partir de ce moment-là, il avait décidé de ne plus jamais revoir Epstein. Le problème, c'est que les archives récemment divulguées, les fameux dossiers Epstein, racontent une autre histoire. Sous serment devant les caméras qui diffusaient en direct, Van Hollen lui a demandé « Confirmez-vous avoir visité l'île de Jeffrey Epstein en décembre 2012 ?» Lutnick a hésité, a regardé devant lui et a répondu « Oui ». Il a déclaré qu'il était en voyage avec sa femme, ses enfants et leur nounou, et que le déjeuner sur l'île avait été bref, sans conséquences majeures. Selon lui, rien d'étrange n'avait été observé. Mais cette réponse ne clôturait pas le débat. Si Epstein lui avait déjà causé tant de désagréments en 2005, si son image était si négative, pourquoi en 2012, après sa condamnation pour exploitation de mineurs, Lutnick avait-il accepté de s'asseoir à sa table? Et plus encore, pourquoi y emmener toute sa famille? L'audience s'est poursuivie avec une série de questions de plus en plus directes. Van Hollen a voulu savoir si Lutnick avait participé à un dîner avec Woody Allen et sa femme chez Epstein. Lutnick a répondu qu'il ne savait pas, qu'il ne s'en souvenait pas. Il a également été interrogé sur des emails échangés, des registres de visites et même un prétendu échange de nounous entre les familles mentionnées dans les documents. À chaque réponse évasive, on avait l'impression que quelque chose clochait. D'autant plus que l'image que Lutnick s'était forgée au cours des dernières années était celle d'une personne qui avait gardé ses distances avec Epstein, précisément parce qu'il le trouvait, selon ses propres termes, répugnant. À un moment donné, le sénateur Jeff Merkley a lu à haute voix une chronologie. 2009. Tentative de parler à Epstein. 2011. Invitation à prendre un verre. 2012. Visite de l'île. 2013. Échange d'emails sur des investissements. Tous ces points contredisaient le discours selon lequel il n'y avait eu qu'une seule rencontre en 2005. Et lorsqu'il a été confronté à cela, Lutnick a tenté d'en minimiser l'impact en disant qu'il y avait... You don't hand matches to an arsonist, and you don't give power to an... déni, mais d'une minimisation. Comme si ce nombre d'interactions était insignifiant pour quelqu'un qui jurait avoir complètement coupé les ponts. Le moment le plus gênant est survenu lorsque Van Hollen a demandé à Lutnick s'il était conscient qu'en 2012, en emmenant ses enfants déjeuner sur l'île, il se rendait chez un homme condamné pour abus sexuels sur mineurs. Lutnick a répondu qu'il n'avait rien vu d'inapproprié. Il a dit qu'il était avec sa femme, les nounous, une autre famille, que ce n'était qu'un déjeuner. Mais la question ne portait pas sur ce qui avait été vu. Elle portait sur ce qui était déjà connu. En dehors de la salle,
la réaction a été immédiate. Non pas parce qu'il y avait quelque chose de scandaleusement nouveau, mais parce que ce qui était déjà inconfortable a pris de l'ampleur, a été mis en lumière et a été rendu public. La figure de Lutnick, qui jusqu'alors était uniquement considérée comme un cadre proche du président, a commencé à être remise aux questions en tant que personne ayant façonné son récit personnel autour d'une rupture avec Epstein, qui, selon les archives, n'a jamais été aussi définitive qu'il l'a laissé entendre. Et cela est devenu encore plus évident en se rappelant des interviews précédentes. En 2023, s'adressant au journal New York Post, Lutnick a raconté en détail sa seule rencontre présumée avec Epstein. Il a déclaré avoir été invité à prendre un café, avoir vu une table de massage entourée de bougies, s'être senti mal à l'aise et être parti immédiatement. Ce type est dégoûtant, je ne veux plus jamais me retrouver dans la même pièce que lui, aurait-il déclaré à sa femme sur le chemin du retour. Des mots forts, mais qui semblent aujourd'hui vides de sens, au vu du nombre d'enregistrements ultérieurs. La présence d'Epstein dans la vie de Lutnick ne semble pas être un hasard. Ce n'est pas comme s'ils s'étaient croisés dans la rue. Il y a des agendas et coordonnées, des voyages, des communications enregistrées. Et cela, plus qu'un désagrément personnel, pose un problème institutionnel. Car Lutnick n'est pas un simple citoyen. Il est le secrétaire au commerce des États-Unis. Un homme qui a un accès privilégié à des informations, qui représente le pays dans des négociations avec des puissances internationales et qui, même avec cette responsabilité, semble avoir omis une partie de la vérité au Sénat. Et comme si cela ne suffisait pas, il y a encore un autre facteur qui ajoute à l'inconfort: l'enthousiasme public de Lutnick pour Donald Trump. Dans plusieurs interviews, le secrétaire décrit le président comme l'homme le plus puissant du monde, quelqu'un qui remplit l'atmosphère de pouvoir. Il a même déclaré, en souriant, que Trump l'épuisait tant il déborde d'énergie. En temps normal, ce genre de commentaire pourrait n'être que du folklore politique. Mais dans un contexte où des documents font surface et où le nom de Lutnick apparaît lié à l'un des scandales les plus obscurs de la politique américaine récente, cette proximité n'est plus sans importance. À la sortie de l'audience, la presse a continué à poser des questions. Aucune nouvelle réponse. Seulement une déclaration, qui pour beaucoup était plus révélatrice que n'importe quel discours. L'affaire Lutnick ne s'est pas terminée ce matin-là. Au contraire, c'est là qu'elle a commencé à changer de nature. Elle est passée d'une possible erreur de mémoire à une question de cohérence institutionnelle. Et le temps nous dira si les institutions traiteront cette incohérence comme quelque chose de secondaire ou comme quelque chose qui doit avoir des conséquences. Si vous suivez cette histoire avec attention, cela vaut la peine de continuer, car les prochains chapitres pourraient en dire moins sur Lutnick et davantage sur la manière dont le pouvoir réagit lorsqu'il est confronté à des preuves tangibles. Après l'audience, le sentiment que personne n'était satisfait est resté dans l'air. Ni les sénateurs, ni les journalistes qui couvraient l'affaire, ni même Howard Lutnick lui-même, et semble-t-il, ni les conseillers de la Maison-Blanche. Il ne s'agissait plus seulement de confronter un secrétaire d'État sur les incohérences de son récit personnel. Ce qui s'est passé dans cette salle plénière a mis en évidence un mécanisme plus vaste, qui remet en question la relation entre vérité publique et responsabilité institutionnelle. Et peu à peu, la situation qui semblait se limiter à un nom a révélé un malaise quant à la manière dont l'exécutif a traité les personnalités qui apparaissent dans les archives de Jeffrey Epstein. Car ce que les sénateurs ont exposé n'était pas seulement des dates isolées ou des rencontres fortuites, c'était une chronologie, une séquence, une tendance. En 2005, Lutnick a déclaré avoir complètement rompu toute relation avec Epstein, mais les documents montrent qu'en 2009, il a cherché le numéro de téléphone d'Epstein. En 2011, il aurait participé à une réunion sociale. En 2012, il a emmené sa famille déjeuner sur l'île. En 2013, il a échangé des emails sur des investissements.
En 2017, il a été mentionné lors d'un événement de collecte de fonds, Epstein étant répertorié comme ami proche de la famille. Ce ne sont pas des détails insignifiants, et le plus grave, c'est qu'aucun de ces épisodes n'avait été mentionné par Lutnick lors d'entretiens précédents, pas même lors de sa nomination à ce poste. Et c'est à partir de là que l'affaire prend une autre dimension, car le Sénat a des prérogatives claires en matière d'audition, de nomination et de contrôle. Et lorsqu'un nom déjà approuvé est considéré comme incompatible avec ce qui avait été présenté initialement, le problème n'est plus seulement politique, il devient institutionnel. La déclaration du sénateur Chris Van Hollen, à cet égard, était précise. Nous ne disons pas que vous avez commis un crime, mais nous disons que le fait d'omettre des interactions pertinentes dans un contexte comme celui-ci compromet votre crédibilité devant le Congrès. À partir de là, des manœuvres ont commencé à émerger, encore discrètes, pour rappeler Lutnick. Non par vengeance, mais parce que certains sénateurs estiment qu'il manque encore des éléments. Certains d'entre eux défendent déjà l'idée qu'il soit obligé de présenter des documents officiels, agenda, email complet, engagement de voyage, communication entre ses conseillers et toute personne directement liée à Epstein. La logique derrière cela est simple. On ne peut pas exercer une fonction publique avec un pouvoir décisionnel sur les investissements internationaux, la sécurité commerciale et les accords de plusieurs milliards de dollars, sans que les institutions sachent exactement quel lien cette personne entretenait avec une personnalité qui, pendant des années, a utilisé son influence sociale pour protéger des crimes graves. Mais ce n'est pas le seul domaine où la situation de Lutnick commence à déranger. Au sein même du gouvernement, son maintien à son poste est devenu un fardeau. Des conseillers du ministère du Commerce, sous couvert d'anonymat, admettent déjà que l'affaire a commencé à affecter le fonctionnement interne. Des réunions sont annulées, des invitations refusées, les réponses des interlocuteurs internationaux sont plus lentes. Rien n'est déclaré, tout est discret. Mais c'est ainsi que se manifeste l'usure à Washington, par des absences. Et au milieu de tout cela, il y a un nom qui plane sans être prononcé à haute voix. Alex Acosta. L'ancien secrétaire au travail de Trump a dû quitter ses fonctions en 2019, précisément en raison de son implication dans l'accord judiciaire qui a valu à Epstein une peine extrêmement clémente en 2008. Acosta affirmait également avoir agi dans le respect de la loi, mais la pression politique l'a emporté, et il est inévitable qu'aujourd'hui, avec Lutnick, ce précédent commence à circuler dans les conversations privées entre parlementaires. La question est la même qu'il y a 5 ans. Dans quelle mesure un secrétaire peut-il rester en fonction lorsque sa relation avec Epstein cesse d'être une note de bas de page et devient une question institutionnelle? En attendant, aucune ligne et aucune phrase de soutien. Le président Trump, qui n'hésite pas à défendre publiquement ses alliés à d'autres moments, semble cette fois-ci opter pour la distance. Difficile de savoir si c'est par calcul ou par précaution. Mais le fait est que le gouvernement, pour l'instant, ne veut pas s'engager sur le sort de Lutnick. Et cela, en soi, en dit long. En coulisses, le climat a également changé. Le Parti démocrate voit dans cette affaire une occasion d'élargir le débat sur la transparence et l'intégrité dans l'administration fédérale. Des projets de requête visant à ouvrir des enquêtes complémentaires circulent déjà, et certains préconisent que la commission d'éthique du Sénat se charge d'une partie de l'enquête. Du côté des républicains, la prudence est de mise. Mais il y a aussi un certain malaise. Certains sénateurs qui ont défendu Lutnick lors de l'audition préfèrent désormais garder le silence. D'autres tentent de détourner l'attention, comme l'a fait John Kennedy de Louisiane, en détournant le sujet de l'audience vers une discussion sur l'indice de pauvreté calculé par le recensement, un changement de sujet qui, dans ce contexte, a semblé être un détournement calculé. Et, en fin de compte,
Ceux qui observent tout cela de l'extérieur voient se répéter un schéma, la difficulté des institutions à réagir clairement lorsque des personnalités proches du pouvoir sont confrontées à des preuves gênantes. Car il ne s'agit pas seulement de Lutnick, il s'agit de la manière dont l'État réagit lorsque sa crédibilité est remise en question, lorsque quelqu'un omet, lorsque quelqu'un simplifie, lorsque quelqu'un déforme. Jusqu'à présent, aucune enquête officielle n'a été ouverte. Il n'y a pas de procès, mais il n'y a pas non plus de stabilité. Et dans ce vide de définition, c'est le Congrès qui tente de réagir, avec des demandes d'éclaircissement, avec de nouvelles convocations à l'ordre du jour, avec la tentative de reconstruire pièce par pièce la ligne de contact entre Howard Lutnick et Jeffrey Epstein. C'est pourquoi, même sans gros titres scandaleux, cette affaire continue. Parce qu'elle touche à quelque chose qui ne disparaît pas avec une réponse rapide. Elle touche à la confiance. Et la confiance, une fois ébranlée, encore plus au sein des structures de l'État, ne se rétablit pas avec des discours. Elle se reconstruit avec cohérence, avec des registres, avec la volonté de tout mettre sur la table. Si vous suivez attentivement ce type de débat, vous savez que c'est ici, dans ces zones d'hésitation, que les choses se passent réellement. Et ce qui va se passer à partir de maintenant ne dépend pas seulement des noms cités, mais de la force que les institutions auront, ou non, pour y faire face. Ce qui s'est cristallisé après l'audience avec Howard Lutnick n'était ni une issue dramatique, ni un moment de rupture institutionnelle. Ce qui est resté était quelque chose de plus difficile à mesurer, un malaise persistant. Le sentiment que les explications fournies n'avaient pas complètement dissipé les doutes soulevés par les documents, divulgués, et surtout l'impression que la réaction officielle n'avait pas encore suivi le poids symbolique de la controverse. La question centrale n'était plus seulement le lien avec Jeffrey Epstein, elle concernait désormais la cohérence entre ce qui avait été dit et ce qui était enregistré. Lutnick a déclaré publiquement que son seul contact avait eu lieu en 2005, avant toute condamnation définitive. Il a déclaré qu'après avoir pris connaissance des faits, il avait décidé de se retirer. Cependant, des enregistrements ultérieurs indiquent des interactions au-delà de cette période. Il existe des références à des communications et à une présence sur l'île en 2012. Ces données ne prouvent pas en elles-mêmes une implication dans des activités illégales, mais elles révèlent une divergence qui ne peut être ignorée. Pour certains sénateurs, la discussion n'est pas d'ordre pénal, mais institutionnel. Le point central est la confiance. Si des informations pertinentes n'ont pas été présentées de manière complète au cours du processus de confirmation, le Sénat a le devoir de demander des éclaircissements supplémentaires. Il ne s'agit pas nécessairement d'une destitution immédiate, mais de réaffirmer que les déclarations officielles doivent correspondre aux faits documentés. La crédibilité du processus en dépend. D'autre part, il existe une évaluation plus restrictive. Les conseillers juridiques liés au gouvernement soutiennent que le débat doit rester dans les limites de la stricte légalité. Ils font valoir qu'Epstein entretenait des relations avec plusieurs personnalités influentes avant et même après sa première condamnation. Convertir chaque contact ultérieur en suspicion automatique serait juridiquement indéfendable. En l'absence de preuves concrètes de participation à des activités illégales, le maintien en fonction ne pourrait être remis en cause sur la seule base d'association. Cette divergence met en évidence le point sensible de l'épisode, la différence entre responsabilité juridique et responsabilité politique. La loi exige des preuves claires pour l'application de sanctions. La sphère publique, cependant, fonctionne également selon des critères de confiance, de cohérence et de perception sociale. Howard Lutnick occupe une position importante en tant que secrétaire au commerce. Il représente les États-Unis d'Amérique dans des négociations stratégiques, mène des dialogues portant sur des montants de plusieurs milliards de dollars et participe directement à l'élaboration des politiques commerciales internationales.
Lorsque des doutes surgissent quant à sa transparence, l'impact ne se limite pas à l'environnement interne. Il touche les partenaires étrangers, les investisseurs et les gouvernements qui suivent de près la stabilité institutionnelle. Après l'audience, des ajustements discrets ont commencé à être remarqués. Les engagements ont été réévalués. Les participations publiques ont été menées avec prudence. Aucune décision formelle de destitution n'a été prise, mais l'environnement est clairement plus attentif aux répercussions. Il y a également la composante politique. Lutnick est reconnu pour sa proximité avec Donald Trump. Dans des déclarations précédentes, il a exprimé son admiration personnelle pour le président en utilisant des termes emphatiques. Dans des circonstances normales, cela pourrait être considéré comme un simple alignement idéologique. Dans le contexte actuel, cependant, cette proximité soulève des questions supplémentaires sur la volonté de l'exécutif d'agir en toute indépendance. L'inquiétude touche également les experts en éthique publique et en gouvernance. La préoccupation ne porte pas seulement sur un épisode spécifique, mais sur le précédent. Que se passe-t-il lorsque des incohérences documentées n'entraînent pas de conséquences institutionnelles claires ? Quel message est transmis à la société sur les normes exigées de ses représentants? En coulisses, une réflexion plus large prend de l'ampleur. Si les contacts ultérieurs n'ont pas été jugés pertinents dans le processus de nomination, combien d'autres situations similaires peuvent exister sans examen approprié? Combien de titulaires de postes stratégiques ont minimisé des liens controversés en partant du principe qu'ils ne seraient pas remis en question? Le Congrès dispose d'instruments pour approfondir l'analyse. Il peut demander de nouveaux enregistrements, convoquer des audiences supplémentaires et élargir le débat. Cependant, la décision finale concernant une éventuelle destitution appartient au pouvoir exécutif. Et jusqu'à présent, la Maison-Blanche reste discrète. Ce silence ne met pas fin à l'épisode. Il maintient simplement la controverse en suspens. Tant que de nouveaux documents sont examinés et que les versions continuent d'être confrontées au registre, l'affaire reste ouverte. Il ne s'agit pas seulement de déterminer s'il y a eu illégalité. Il s'agit d'évaluer comment le système réagit face aux zones d'ombre qui affectent la confiance du public. La question essentielle reste en suspens. Y aura-t-il une réponse institutionnelle capable de restaurer la crédibilité ? Ou l'ambiguïté sera-t-elle assimilée comme un chapitre supplémentaire de la routine politique? L'affaire a dépassé la figure individuelle d'un secrétaire. Elle est devenue un test sur la capacité des institutions à faire face aux contradictions avec clarté et responsabilité. Et la manière dont ce test sera mené pourrait façonner la perception du public pendant longtemps.